Et oui, nous sommes de retour ce lundi matin ensoleillé, un petit peu frisqué, mais ça va se réchauffer tout au cours de la journée. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. On vient de parler des médecins, des cliniques, des GMF, du projet de loi 106 qui fait toujours beaucoup réagir. Ce projet de loi qui vise à modifier, entre autres, la rémunération des médecins et le gouvernement, en fait, avec le ministre Dubé, puis même François Legault, s'est mis de la partie en disant dès le début, ça va brasser, ça va brasser. Le ministre Dubé, la semaine dernière, qui nous disait, il y a des médecins qui, malheureusement, là, puis il disait lui-même qu'il était sévère dans la façon dont il racontait, mais quand même, il disait, il y a des médecins qui partent le vendredi, puis qui laissent les patients poireauter jusqu'au lundi matin parce que, sous-entendu, ça leur tente plus d'opérer ou il est vendredi 4 heures, tu as une vie de famille. J'entends aussi beaucoup parler, il y a aussi beaucoup de commentaires là, sur les réseaux sociaux, l'effet que c'est vrai, depuis les dernières années, il y a beaucoup de femmes qui sont allées en médecine et ça change la donne parce que les femmes travaillent moins. Et là, ça a le don de me partir, ce genre de commentaires, parce que c'est comme ça la vie aujourd'hui. Les femmes sont partie prenante de cette société dans laquelle nous vivons tous et les femmes contribuent énormément. On vient de parler de PIB réel avec Mario. Elles contribuent largement au PIB et oui, heureusement qu'il y a des femmes médecins aujourd'hui pour prendre en charge tous les patients qui sont nombreux. D'ailleurs, 645 000 patients aujourd'hui, là, à ce jour, inscrits sur la liste d'attente du guichet d'accès à un médecin de famille. Donc, 645 000 qui attendent, qui sont sans médecin de famille. Et ça, c'est sans compter tous ceux qui n'attendent plus. Alors, j'ai envie de discuter de ça avec vous ce matin. Puis, d'entrée de jeu, je vous donne nos numéros pour nous joindre. 1-877-827-2346. Par texto, vous faites le 187 Cube Radio. Il y a sur les réseaux sociaux un groupe qui s'intitule Spotted, Soigner au Québec. C'est un groupe de médecins et de professionnels de la santé qui s'est formé, qui réagissent bien sûr à tout ce qu'on dit depuis une semaine sur le projet de loi qui veut, d'une certaine façon, modifier la rémunération des médecins, entre autres choses, et lier leur rémunération à leur productivité. C'est bien à la mode. Nous avons avec nous justement des chirurgiennes. Alors quand je vous dis femmes médecins et en plus des médecins qui sont très en demande, des chirurgiennes, sur lequel d'ailleurs on dit beaucoup de choses. Les chirurgiens, on dit il n'y a pas assez de salles, les chirurgiens n'ont pas la capacité de faire autant d'opérations qu'elles voudraient. On va en discuter entre autres avec la docteure Farah Rodin. La docteure Rodin a justement publié sur ce groupe dont je vous parlais, Soigner au Québec, et son témoignage est assez éloquent parce qu'elle est chirurgienne au réseau public depuis 16 ans et elle a écrit un vrai plaidoyer sur ce réseau, sur ce groupe Soigner au Québec. Elle est avec moi. Bonjour, Dr Rodin. Bonjour, c'est Farah Pérodin. Bonjour, Madame Maréchal. Ah, pardon, excusez-moi. Pérodin. Pas de problème. J'ai pas le bon nom. Excusez-moi. Vous dites, je suis chirurgienne depuis 16 ans pendant lesquels j'ai jamais eu d'augmentation de salaire. Que vous dites, la dernière augmentation a été accordée aux spécialistes en 2008. Est-ce que vous voulez dire 2018 ou 2008, effectivement? Parce que j'ai vérifié, puis vous dites que vous n'avez pas été augmenté depuis 2008? Je veux dire que la dernière augmentation était vraiment en 2008. Puis en fait, dans les dernières négociations des dernières années, on a même perdu à peu près 5 de salaire avec la redistribution des enveloppes salariales qui devaient être redistribuées ailleurs dans le réseau de la santé pour aider le réseau. Donc c'est une perte de 5 depuis que j'ai commencé ma carrière il y a 16 ans. Combien vous faisiez à l'époque comparativement à aujourd'hui, Dr Pérodin? Ça, c'est difficile à préciser. Là, c'est sûr qu'en début de pratique, on fait moins d'argent que rendu dans une pratique bien rodée parce qu'on s'installe et tout ça. Mm-hmm. Mon revenu aussi, il faut dire que j'ai changé de milieu de pratique. J'ai pratiqué longtemps en Outaouais et maintenant, je suis rendue à Laval. Donc, la façon de calculer le revenu n'est pas le même parce qu'il y avait une prime frontalière en Outaouais qui n'est pas le même actuellement. Donc, mon revenu, en gros, est à peu près le même maintenant qu'il était à l'époque, mais la façon de calculer a changé. Qu'est-ce que vous reprochez au projet de loi là, proposé par le ministre Dubé?
Bien, ce que je loue dans le modèle du projet de loi, c'est que, bien sûr, tout le monde est d'accord pour que les Québécois aient un meilleur accès au système de la santé puis qu'il y en ait plus pour leur argent. Personne n'est contre la vertu. C'est ça que tous les intervenants du milieu de la santé veulent, avoir un système plus performant. Puis on peut reparler de la rémunération des médecins, mais ce que je trouve triste, c'est que on veut imputer aux médecins une responsabilité de performance et lier leur rémunération à leur performance, mais quand c'est fixé sur des critères de performance qui ne sont pas de notre recours. Si on dit il faut qu'on voit plus de patients, qu'on fasse plus d'opérations, qu'on les voit plus vite, mais qu'on n'a pas les ressources pour le faire, c'est pas juste de nous demander à faire quelque chose sur lesquels on n'a pas de contrôle, puis de dire on va couper ta rémunération de 25% si tu n'améliores pas ta performance, mais quand ta performance toi, tu es là, tu es disponible, tu es prêt à faire ton travail, mais que c'est le reste du système autour de toi qui n'est pas fonctionnel, c'est frustrant. Vous écrivez « Je ne contrôle pas l'accès au bloc opératoire. Pour opérer un patient, ça prend des infirmières de salle d'op, des inhalothérapeutes, des préposés, des infirmières en salle de réveil. En chirurgie d'un jour, aux étages, ça prend des lits disponibles qui sont parfois remplis par des patients qui pourraient avoir leur congé médical, mais qui restent longtemps parce qu'ils n'ont pas de place en CHSLD, parce qu'ils ont des besoins en physiothérapie, ergothérapie, ils ont besoin de travailleuses sociales, de ressources intermédiaires. Toutes des ressources sur lesquelles vous dites, nous les médecins, on n'a aucun contrôle. Effectivement. Nous, on fait partie, on est le maillon dans une longue chaîne, puis on est responsable de notre propre pratique. On est responsable d'être là à l'hôpital, de faire nos activités cliniques, de gérer les gardes, de voir nos patients, puis de les traiter de la meilleure façon possible, mais on n'a pas le contrôle sur tout le système. Puis quand on dit qu'on va nous imputer la responsabilité, c'est comme dire à un pilote d'avion, si ton avion part pas à l'heure, je t'enlève 25% de ton salaire, mais même d'ici et là, si les conditions font en sorte qu'il peut pas décoller, c'est quand même pas de sa faute. Donc, on est un peu frustré de ce côté-là quand on nous impute une responsabilité qu'on n'est pas capable ou qu'on n'a pas les moyens de l'assumer, mais qu'on nous punit quand même, alors que tout le monde dans le réseau fait ce qu'il peut avec les moyens du bord. C'est là où c'est frustrant, c'est là où on voit un manque de respect de la part du gouvernement. C'est là où on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on pourrait pas se parler et négocier face à face plutôt que de nous traiter à coups de projet de loi? C'est contre-productif, c'est frustrant, c'est démoralisant. Et puis, je ne pense pas que ça va, en bout de ligne, améliorer l'accès des patients au réseau de la santé. Oui, effectivement. Vous comprenez la raison pour laquelle le ministre Dubé il est allé si frontalement la semaine dernière par rapport aux médecins? En fait, pas vraiment. Il y a des négociations qui sont en cours avec les fédérations pour les ententes qui stagnent depuis un certain temps. Je suis pas dans les fédérations, donc je peux pas vous en dire beaucoup plus là-dessus. Je sais qu'il y a une certaine frustration, mais alors qu'on est en pleine négociation, arrivé avec un projet de loi que personne ne veut venir, puis qui va à l'encontre des experts que le gouvernement a lui-même mandatés pour faire des suggestions, c'est un petit peu c'est déstabilisant. Personne n'avait vu venir. Je comprends pas la hargne. Je comprends qu'il y a une impatience au niveau du ministère puis au niveau de la population parce que ça fait des années que le système de santé est en déroute puis qu'on voit pas d'amélioration. Ça, je comprends l'impatience. Puis, en tant que membre du réseau de la santé, je la vis quotidiennement. Mais pourquoi taper si fort sur quelque chose de si contre-productif? Quand on dit, je te donne des objectifs que tu ne peux pas atteindre et puis je coupe ton salaire si tu ne les atteins pas, il y a personne qui est dupe, ça ne marche pas, c'est mathématiquement impossible comme équation. Donc, il faut se demander là-dessous, est-ce que c'est vraiment juste une intention de diminuer la masse salariale des médecins parce qu'on sait qu'il manque d'argent dans le réseau, puis qu'on utilise l'excuse de la productivité comme la poudre aux yeux pour dire, on va blâmer ça sur la productivité des médecins, un peu comme Donald Trump disait qu'on mettait des tarifs pour le fentanyl à la frontière. Là, c'est une distraction. Mais sincèrement, Dr Perrodin, j'ai relu plutôt 20 fois qu'une le projet de loi. Et plus je le lis, et plus je relis. Moi, c'est un dossier que je suis au quotidien, d'heure en heure pour les gens. Et je peux vous dire que ma conclusion jusqu'à maintenant, c'est qu'on essaie d'aller rattraper de l'argent qu'on a donné aux médecins spécialistes il y a 7 ans. Là. Je pense que on s'est jamais remis de ça au gouvernement, de ces négociations sous Philippe Couillard. Et aujourd'hui, le gouvernement de la CAQ essaie d'aller rechercher ce qu'on a consenti à l'époque et qu'on estime aujourd'hui est un trop payé. Alors, par toutes sortes de moyens. Puis après...
Là, on en vient à la question globale. Combien devrait gagner un médecin aujourd'hui au Québec? Au Québec, un médecin spécialiste comme vous, avec l'expérience que vous avez, combien ça devrait gagner? C'est aussi un peu la question que j'ai envie de poser. Vous me permettrez de la joindre à notre discussion. La docteure Dominique Rouleau, elle est chirurgienne orthopédiste. Elle est titulaire de la chaire de recherche en orthopédie à l'Université de Montréal et à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Vous avez écrit, vous aussi, docteur Rouleau, merci d'être là, une lettre bien sentie où vous réagissez justement à cette réforme. C'est pour pas dire une révolution, parce que ça fait longtemps qu'on essaye de modifier la rémunération des médecins, d'arrêter que ça soit uniquement à l'acte et là, d'y aller avec toutes sortes d'étapes. Merci d'être avec nous. Comment vous voyez les choses là, dans la foulée de ce que vient de nous dire la docteure Pérodin et de toute la réflexion à savoir quel est le véritable salaire, quel est le salaire qu'on devrait payer nos médecins spécialistes au Québec. Puis après la pause, j'aurai une médecin généraliste qui nous dira comment elle voit ça. Mais j'ai 2 chirurgiennes avec moi ce matin, 2 spécialistes. Il y a plusieurs années, on a quand même consenti des sommes importantes. Et pour le Québécois moyen aujourd'hui, on regarde ça puis on a l'impression de ne pas en avoir pour notre argent. C'est un peu ça, le ton, le son ambiant. Oui, bonjour. Je vous remercie vraiment de m'avoir invité aujourd'hui puis de laisser la place à cette discussion-là. Parce qu'effectivement, présentement, dans les médias, il y a beaucoup de faits qui sont mentionnés par toutes sortes de gens de la politique et des médias qui sont complètement faux. Puis là, vraiment, la dernière augmentation, c'est vraiment 2008. Ma collègue, que je salue également, a tout à fait raison. C'est 2008, la dernière augmentation. Moi, j'ai été chanceuse, j'ai commencé à travailler en 2008, donc j'ai eu cette augmentation dès mon arrivée. Puis, il faut se rappeler du contexte de cette augmentation-là. Moi, je dis pas qu'elle était nécessaire ou appropriée parce que je suis pas dans le secret des dieux, je suis pas impliquée en politique, je suis pas dans la fédération, je fais juste soigner des gens qui font de la recherche. Mais il faut comprendre une chose, cette augmentation-là, quand elle est arrivée, c'est qu'on avait un retard salarial des Québécois par rapport au reste de l'Ontario et du reste des États-Unis. Et on perdait un nombre énorme de chirurgiens, d'orthopédistes, entre autres, parce que c'est une spécialité extrêmement en demande partout dans le monde. C'est pour ça que ça avait été fait à l'époque. C'était-tu correct? C'était-tu pas correct? Je ne sais pas. Puis en ce moment, nous, depuis 2008, on n'a pas eu d'augmentation. Le coût de la vie a monté de 20 %. Donc, tant qu'à moi, on a une diminution de notre revenu. En plus, faut pas oublier qu'on a collaboré suite à la pandémie puis à toutes les difficultés qu'on a vécues à l'Institut de la pertinence des actes médicaux. Puis ça, ce que ça l'a fait, c'est que les médecins spécialistes ils ont regardé tous leurs codes de facturation et ils ont retourné 1,6 milliard au gouvernement. Donc, on a perdu du revenu de 1,6 milliard dans notre enveloppe budgétaire en coupant des actes qui étaient jugés non pertinents. Comme par exemple, moi, je fais beaucoup de recherches. Je pars plusieurs semaines par année faire des congrès, des présentations, de la formation continue pour mes collègues. Mais avant, j'avais le droit d'avoir un revenu à l'heure pour ça. Maintenant, c'est du bénévolat. Fait que je paye un voyage, je m'en vais en Allemagne, je m'en vais donner des conférences, je m'en vais apprendre des choses, je ramène au Québec des nouvelles formations, des nouvelles données. Et ça, c'est plus rémunéré par notre système de santé. C'est correct, on avait un choix à faire. Il fallait, à un moment donné, dire, regardez, c'est pas illimité, faut couper. Mais avant, on était payé quand on arrivait d'avance à notre chirurgie. Il y avait des montants qui étaient donnés pour que les gens arrivent plus tôt, pour débuter les chirurgies plus tôt, pour augmenter l'efficacité. On a décidé de couper ça également. C'est correct. Les coupures étaient nécessaires. Fait qu'il faut pas penser que les médecins, on n'a pas fait notre part. Puis, tu sais, moi, aujourd'hui, j'ai été invitée à la présentation, à votre émission, puis je vous en remercie. Mais ce que je voulais passer comme message, c'est que cette pression-là que le gouvernement rajoute sur les médecins spécialistes et nos omnipraticiens qui sont si précieux, ces choses-là qui sont dites, ça vient nuire à la santé mentale des médecins. Puis, en ce moment, au Québec, au Canada et dans le monde, on a un très grave problème. 48 % des chirurgiens au Canada vivent en burn-out présentement. Si on leur demande, ils vont dire « je suis pas en burn-out », mais quand on leur fait passer des questionnaires validés, mais on se rend compte qu'ils scorent. Ça, c'est le double de la population en général. Puis c'est ça la réalité. Puis on en a des solutions. Puis les solutions, c'est pas de nous squeezer davantage, c'est de travailler en équipe. OK, d'avoir des ressources, comme ma collègue a dit, avoir du temps opératoire, du bloc opératoire qui roule. Ça, c'est des employés. C'est pas nous. C'est pas moi qui engage des infirmières. J'ai voulu m'engager quelqu'un pour m'aider dans mes cliniques à l'hôpital, la payer de ma poche pour être capable de voir 10-15 patients de plus par jour. Mais c'est pas possible dans le système public. Donc, on est limité par les ressources qui nous sont données. On est déjà fragile, on est déjà au bout, on travaille comme des fous. On a tellement
de responsabilité à l'extérieur de soigner des patients. Je veux dire, il y a à peu près 15 plateformes informatiques différentes sur lesquelles il faut que je me logue à chaque semaine pour signer des papiers, pour aller voir des résultats, pour voir des rayons X, pour prendre des courriels à 2-3 places. Je peux avoir 100 courriels par jour. OK? Puis le soir, je fais ça, bien évidemment, c'est pas rémunéré. Puis si je prends une journée par semaine pour regarder mes labos, rappeler mes patients... On va dire, excusez-moi de vous couper, Dr. Rouleau, est-ce qu'on peut dire que ça fait partie de la rémunération globale? Je veux dire, tant qu'à ça, on va prendre... Les gens sont payés à cachet ou à l'acte ou par capitation, la nouvelle méthode que veut pousser le ministre Dubé. Mais à la fin de la semaine, vous calculez le nombre de temps que vous mettez à votre travail. On s'entend tous qu'il y a bien du monde qui travaille fort au Québec aussi puis qui font pas les salaires que font les médecins. Je veux dire, je prends mon exemple, je suis payée pour faire cette émission, mais je veux dire, je travaille le dimanche, je travaille le samedi. Ben oui. Comprenez, on commencera pas à calculer chaque minute de notre vie de travail parce que sinon, je veux dire, ça marche pas de même, là. C'est sûr qu'on donne beaucoup plus au travail. On se donne beaucoup, hein? Bon, ben, puis c'est correct. Oui, soit on le fait, soit on le fait pas. Je veux dire, soit on aime ce qu'on fait ou on n'aime pas ce qu'on fait puis on fait d'autres choses. Fait que je pense pas que ce soit là le débat. Ouais. Oui, mais je veux juste dire que c'est pas des journées de congé. C'est juste que vu qu'on n'inscrit pas d'acte à la RAMQ, le gouvernement dit qu'on est en congé. Mais c'est juste, je veux pas être payée pour ces journées-là, mais c'est des journées où je travaille quand même, mais je ne fais pas de demande à la RAMQ. Donc, le gouvernement, pour lui, dans sa cause, il dit que je suis en congé. Puis c'est d'ailleurs pour ça que votre émission est si bonne. C'est justement parce que vous êtes super bien informés. Puis moi, j'essaie d'être bonne aussi en continuant à bien m'informer. Je veux pas être payée pour ces journées-là. C'est pas le sens de mon message. Mais ce que je veux juste dire, c'est que pas parce qu'un médecin ne facture pas une journée à la RAMQ que ça veut dire qu'il ne travaille pas. Puis c'est encore plus vrai pour les médecins de famille qui ont une lourdeur administrative presque plus grande que la nôtre. Et Antoine qui écrit « Son père est radiologiste, il n'a jamais été payé pour ses congrès. Par contre, toutes ses dépenses de voyage étaient déductibles d'impôts. » C'est intéressant. Ben, vous dites on a des solutions, puis dans votre lettre, effectivement, qui fait... Moi, j'ignorais là, que presque la moitié des chirurgiens québécois étaient... quasiment en burn-out, là. C'est quand même inquiétant, la détresse psychologique des médecins généralistes. On la connaissait, il y a déjà eu des documentaires là-dessus, puis je pense que ça sent mieux probablement pas. C'est vrai que ça nous touche tous. On est tous un peu affectés par le contexte ambiant, mais que les chirurgiens aussi, c'est pas encourageant, sincèrement. Puis quand vous dites des solutions, je pense qu'il y en a effectivement là-dedans qui mériteraient qu'on les regarde de plus près. Vous avez fait, puis il y a la docteure Perroda qui est avec moi. Vous aimeriez réagir à ce que vient de dire le docteur Rouleau? Farah? Oui, absolument. Merci, docteur Rouleau, d'avoir si bien dit les choses. C'est que effectivement, quand on voit beaucoup dans les médias, le niveau du gouvernement, c'est que les médecins, on les voit un peu comme des paresseux qui font beaucoup d'argent parce qu'on dit qu'on travaille 3 jours par semaine et qu'on fait 600 000 $ par année, alors que ni l'un ni l'autre de ces chiffres-là ne sont vrais. Des 3 jours par semaine, si on les calcule, effectivement, quand on compte pas les trucs qu'on cherche pas à la RAMQ, c'est comme si on n'était pas là. Mais tout le monde sait que les médecins, on travaille fort, on travaille minimum 5 jours par semaine. Mais quand le gouvernement dit non, vos médecins ne travaillent qu'à temps partiel et font beaucoup plus d'argent que vous n'en ferez jamais, ça met une grogne dans la population, puis ça nous divise à la place de nous réunir pour qu'on trouve tous des solutions concrètes ensemble. C'est de la désinformation. C'est très frustrant quand justement tout le monde travaille fort, la moitié des gens sont en burn-out. Et ce qui nous fait mal là-dedans, c'est la rémunération, c'est pas ça l'enjeu. Le gros enjeu ici, c'est plus une question de respect. Quand on nous demande de faire des choses impossibles et qu'on nous traite avec mépris par la suite, alors qu'on fait un travail colossal qui a un impact sur la vie de plusieurs personnes, c'est un manque de respect. C'est difficile de continuer, d'être motivé. Moi, je vois les jeunes, je fais de l'enseignement, j'ai des résidents, je vois sur les réseaux sociaux des jeunes résidents qui veulent pas aller en médecine familiale ou qui veulent pas rester au Québec ou qui veulent pas aller en médecine du tout parce qu'on voit comment les médecins sont traités. Je vois mes collègues qui sont plus âgés qui disent moi je vais continuer de mettre l'épaule à la roue pendant quelques années parce que je peux encore donner, mais quand on voit le manque de respect criant qui est là, ça donne moins le goût de rester dans le système. C'est jamais une bonne approche. C'est jamais une bonne approche, je trouve, de confronter. Ouais. Le but de toute la population, ça devrait être d'avoir une population québécoise en meilleure santé qui a accès aux soins.
Mais faisons-le de façon constructive. Travaillons avec le gouvernement plutôt que de se battre à coups de projets de loi puis à coups de mésinformation dans les médias. Une solution, là, une chose qu'on pourrait faire, chacune, là. Vous êtes deux déjà, là, si vous deux, on vous en donne une. Mettons, je suis ministre de la Santé, là, j'ai ce pouvoir-là pendant 30 secondes avant la pause. Docteur Farah Perrodin, une chose là, qu'on pourrait faire aujourd'hui qui faciliterait votre vie, qui coûterait rien aux Québécois, qui serait juste réorganiser les choses, là. Qu'est-ce que ce serait pour vous d'important? Ah mon Dieu, mais il y a beaucoup de choses. C'est complexe, la machine de la santé, mais si déjà on pouvait avoir un système où il y avait une façon de prendre des rendez-vous qui ne dépendent pas du CRDS ou d'une commis, si la commis n'est pas là, elle ne peut pas te booker ta journée de rendez-vous pour être capable de voir tous les patients qui sont en attente. Il y a 900 000 personnes en attente de CRDS, mais si dans ton centre, tu n'as pas de commis ou tu es en vacances, il n'y a personne pour booker tes patients. Ça serait déjà un départ de toujours avoir un moyen d'avoir des gens qui bookent les patients, alors qu'il y a des patients qui sont en attente puis des médecins qui attendent pour les voir, mais on n'est pas capable de réunir les deux ensemble avec la plateforme qu'on a présentement. Ça serait déjà une amélioration. Bien, merci. Dr. Rouleau, votre solution à vous, là, tout de suite? J'irais exactement dans le même sens que ma collègue, c'est du personnel de soutien. Nous, ce qui serait très utile, ça serait de travailler main dans la main avec soit des physiothérapeutes en pratique avancée ou des choses comme ça pour voir les patients. Parce que 90% des consultes pour voir un orthopédiste ne vont pas finir par une chirurgie, mais on peut épauler les médecins de famille, donner des conseils, offrir des programmes, des traitements qui ne sont pas chirurgicaux. Puis déjà là, on soignerait énormément de gens qui souffrent, qui ne travaillent pas, qui ne sont pas capables de faire leur sport, puis qui attendent des années pour voir un orthopédiste qui a orthopédiste, là, je pense que vous êtes la spécialité où il y a le plus d'attentes, si je ne me trompe pas. C'est une de celles qui en a le plus, parce qu'on a 60 000 personnes, dont 42 000 hors délai, là. Fait que ça veut dire que ça, le médecin de famille, il dit voir d'ici 3 mois, puis on ne l'a pas vu. Puis comme ma collègue, ben, des fois, c'est un problème administratif. Les patients sont perdus dans le CRDS. Puis il ne faut pas oublier le 25% des Québécois qui n'ont même pas de médecin de famille. Fait qu'eux, ils ne peuvent pas rentrer dans le CRDS. Fait que leur façon de rentrer dans le système, c'est d'aller dans le GAP, d'essayer d'avoir un rendez-vous à l'urgence. Puis là, l'urgentologue, ben là, il donne des narcotiques, ce qui va nuire aux patients. Ouais. Puis après, il va nous faxer la demande qui va être mise sur une pile à l'hôpital parce que le CRDS va toujours avoir priorité. Le centre de répartition des demandes de services, là, le CRDS. Exactement. Ouais. Donc, personnel de soutien, puis pour nous, c'est des équipes multi pour faire des cliniques pour soigner des gens dans les délais raisonnables. C'est ce que je pense qui serait le plus pertinent. Oui. Ben écoutez, on aura sans doute l'occasion de se reparler. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, toutes les deux. Merci bien. On va s'arrêter ici. Très courte pause. Vous êtes nombreux à m'écrire. Je vais lire vos courriels au retour de pause. Il va se joindre à nous également une médecin généraliste qui va nous dire comment elle voit les choses là, dans ses négos. Mais surtout, on essaye d'être utile puis de trouver des solutions pas coûteuses puisque le gouvernement puis on les croit sur parole. Il a plus une scène. Fait que là, ils essayent de faire avec ce qu'ils ont. Il y a quand même beaucoup de compression et on le voit, là, il y a beaucoup d'incertitudes dans les milieux de la santé. On va continuer là-dessus tout de suite après ceci. Nos numéros 1-877-827-2346 par téléphone et par texto, vous faites le 187 Cube Radio.